Il y a quelque chose d'irréel dans ce film et pourtant de terriblement familier, et rien n'est laissé au hasard. Dans cette vidéo, vous aurez une partie non spoiler pour ceux qui n'ont pas encore regardé le film et une partie un peu plus spoiler où on va retracer les événements ensemble et voir ce qu'il en est. Le livre Dune, pour moi, c'est une adaptation qui ne devrait pas plaire aux gens normalement. On est dans des délires SF parfois très poussés, il y a des concepts religieux, mystiques, philosophiques, qui parlent en théorie à une niche de fans très restreinte. Un peu comme Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones plus récemment, et on a des génies comme Denis Villeneuve qui arrivent à le ramener au grand public. C'est le genre de film qui arrive à embarquer tout le monde dans son univers au lieu de lui offrir quelque chose de connu. Parce que le scénario, c'est vrai qu'on doit son architecture principale à Frank Herbert, l'auteur, mais Denis Villeneuve, il a réussi à faire quelque chose de cette adaptation qui rend singulier. Certains événements sont amenés plus intelligemment, et il n'y a pas une seule chose qui soit fainéante dans ce film. Il y a d'ailleurs de très bonnes interviews et vidéos que vous pouvez trouver qui illustrent bien l'aspect technique et complexe de ce film. Par exemple, le sang, comme l'explique le sound designer du film, Marc Mangini au Mande, ils sont sortis des bruitages électroniques que l'on connaît dans les films de SF classiques, et ils ont enregistré à peu près 3500 sons qui proviennent de choses que l'on connaît. Alors ces sons vont être transformés, mais surtout en IMAX, c'est un peu comme de l'ASMR. Le but, c'est de voir de nouvelles choses, mais de faire entendre inconsciemment au spectateur des choses qu'il connaît pour avoir l'impression que c'est familier. Les ornithoptères, par exemple, c'est le mix d'un chat qui enronne, d'un gros scarabée qui bat des ailes, et du bruit du vent qui rentre dans une tente. Et il y a l'image aussi, parce que les décors réels du désert ne sont jamais entachés par de la lumière artificielle. Le but pour Denis Villeneuve, c'est de donner ce côté presque documentaire à cet univers qui n'existe que dans notre imagination. Parce que dans l'œuvre originale, le désert, c'est un personnage comme un autre, il est omniprésent. Et les Fremen sont nés et se sont construits grâce à lui. Et pour le faire vivre, les sound designers sont allés jusqu'à faire un casting des sables, parce que la composition en silice n'est pas la même en fonction d'un sable ou d'un autre, pour avoir le sang qui était le plus satisfaisant. Denis Villeneuve a fait tourner ses équipes en pleine tempête, et le but c'était de se détacher de la sensualité du désert que l'on voit souvent dans les films, pour amener le désert de Frank Herbert, un désert dur, brutal, abrasif, étouffant. Parce que la chance que l'on a avec cette adaptation, c'est qu'elle est traitée par un fan de la saga. Denis Villeneuve, il a grandi avec les livres de Dune, il a dessiné Paul Atreides avant même d'avoir imaginé d'avoir la possibilité d'en faire un film. Et du coup, il y a un vrai respect de l'œuvre originale, une volonté de s'effacer au profit de la vision de Frank Herbert, plutôt que de faire selon Denis Villeneuve comme David Lynch, qui avait fait un film plus lynchien que herbertien, si je peux employer ce terme. Bon, si on passait à la partie spoiler, je vais essayer de donner mon avis objectif en dehors de mon amour pour l'univers, pour le livre, pour le film, parce que j'ai passé un très bon moment au cinéma, mais on va en discuter de façon objective. L'histoire commence avec Paul Atreides qui est chassé par les Harkonnen. Ils ont tué les siens et ils veulent l'exterminer lui, ainsi que sa mère qui est enceinte. D'ailleurs, le film commence avec l'image d'un homme brillant, c'est très mystérieux et ça intrigue tout de suite. Paul a trouvé refuge chez les Fremen, un peuple de guerriers natifs de la planète qui se battent contre les envahisseurs qui se sont succédés. Et on retrouve un peu le schéma du cow-boy et des indiens avec une atmosphère orientale, où c'est comme le film Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, l'étranger envahisseur qui va faire ses preuves dans la tribu native grâce à ses talents de combattant, son courage et son bon cœur. Ou même Avatar de James Cameron plus récemment. Bref, vous avez compris. Dune, c'est plus vieux, je sais, mais quand on y réfléchit, c'est un schéma narratif qui a déjà été proposé aux spectateurs. C'est pas non plus quelque chose de totalement nouveau. Alors Paul, il doit quand même faire ses preuves, même s'il a vaincu Jamis dans le premier film, il doit encore prouver sa valeur pour être un vrai Fremen. Et surtout, il fait l'objet de deux visions le concernant qui s'affrontent au sein de ce peuple. Il y a ceux qui le considèrent comme un messie potentiel, qu'ils attendent depuis des décennies et qui va les libérer du joug de l'envahisseur, et ceux qui ne comptent que sur eux-mêmes, et ne croient pas à ce faux messie, cette énième fable des grandes puissances pour les contrôler. Et même si ça fait longtemps que j'ai lu les livres, je me rappelais pas qu'il y avait cette dissonance au sein de la tribu des Fremen. Et là où j'en suis sûr, c'est que Chani ne faisait pas partie de cette opposition. Et c'est intéressant, parce que dans les livres, les Fremen me paraissent un peu crédules. Chani est tout de suite du côté de Paul. Faire naître ce combat idéologique dans le film, c'est permettre de remettre en cause la figure messianique de Paul. Parce que, comme l'explique Denis Villeneuve, l'un des plus gros regrets ou échecs de Frank Herbert, c'était de ne pas avoir réussi à transmettre Paul comme un anti-héros. Les gens kiffent tout simplement Muad'Dib. Et même s'il y a une volonté de dénoncer le messie que deviendra Paul à la fin du film, avec cette opposition des Fremen, eh ben je trouve que c'est pas forcément réussi, même si on y reviendra à la fin. Et même c'est quelque chose qui pour moi est un projet impossible. On est sur le même schéma que Fight Club, si on parvient à faire
faire aimer un personnage que l'on veut critiquer, bah les gens l'aiment et du coup on ne parvient pas à le critiquer. Je pense pas que ce soit possible de réussir à faire aimer et critiquer un personnage en même temps. Bref, Paul subit une série de tests, il les réussit à chaque fois, et ça confirme un peu plus les signes qui le décrivent comme un messie. Pendant ce temps, sa mère, qui est une Bene Gesserit, est contrainte de devenir une révérende mère. Stilgar, le chef de cette tribu de Fremen, l'oblige à remplacer l'ancienne révérende mère. Grossièrement, une révérende mère, c'est une chamane. Et pour cela, elle doit boire un poison, et je sais pas si c'est assez compréhensible dans le film, parce que j'arrive pas totalement à me détacher de ce que je sais du livre, mais on va lui transférer dans son crâne toutes les vies antérieures des anciennes révérendes mères. Et le hic, c'est qu'elle est enceinte, mais que tout le monde l'ignore. Lorsqu'ils l'apprennent, il est trop tard, et on a la naissance d'un des concepts les plus bizarres du livre, c'est les prénés, les abominations. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler ceux qui voudraient lire les livres qui suivent et qui ont juste regardé d'une d'eux, donc je m'arrête là. Donc dans le film, ce bébé accède à la connaissance et se met à parler avec sa mère alors qu'il est toujours dans son ventre. Pour le coup, je trouve que c'est bien fait dans le film, c'est assez bien introduit, et je sais pas à quel point ils pousseront le concept dans le film à venir, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Donc Dame Jessica, la maman de Paul, devient une figure religieuse des Fremen, et elle essaie de convertir tous ceux qui ne croient pas en la venue de son fils, le Messie. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais dans la vision de Denis Villeneuve, les Bene Gesserit sont au centre de son adaptation. Pour rappel, c'est un ordre de femmes qui pilote secrètement toutes les affaires politiques de l'univers. Et encore une fois, axer le point de vue sur les Bene Gesserit, c'est intelligent, parce que ça nous donne accès à pas mal de choses. Les Bene Gesserit ont implanté depuis des siècles dans la tête des Fremen cette mythologie du Messie qui reviendrait, avec tout un ensemble de signes. Et cette technique, ils l'ont pas fait que sur Arrakis, ils l'ont fait sur plein d'autres planètes. Le but étant que si l'une des femmes de leur ordre se retrouve sur l'une de ces planètes, elle peut utiliser ces signes pour prendre l'ascendant sur la planète. Et c'est une chose que Dame Jessica s'emploie à faire activement. Elle parvient très vite à convaincre les Fremen du Nord, les plus sceptiques, et c'est facile grâce aux exploits de Paul, Muad'Dib, Uzul, Lisan al-Raïb, il a 50 ans mais j'adore ça, parce qu'il fait des trucs de plus en plus ouf et même le spectateur croit à ce messie. Le truc c'est que Paul il veut pas jouer le jeu des Bene Gesserit, parce qu'il a des visions qui lui montrent que s'il suit cette voie, ça va le mener à une guerre sainte et sanglante. Il pourra libérer les Fremen, mais en 100 ans, il y aura des massacres immenses. Et ça, il veut pas accepter cette destinée. J'aime bien cette histoire d'élu qui se rend compte que c'est potentiellement un élu, mais qui prend aussi conscience de tout ce que ça implique. Et il y a aussi une notion de fatalité qui fait que Paul n'a pas d'autre choix que d'accepter sa destinée. Il est contraint d'abandonner la personne qu'il est en prenant le poison qu'a déjà pris Jessica, sa mère, et devenir le Messie qui aura des visions du passé mais aussi du futur. Et c'est vrai que cette transformation peut paraître radicale au niveau du scénario. Pendant une bonne partie du film, Paul y refuse d'aller vers le sud, vers sa destinée, et lorsqu'il y va, il change du tout au tout en quelques minutes. C'est vrai que là, une justification supplémentaire ne serait pas de trop. Et tant qu'on est sur les choses qui marchent un peu moins dans ce film, on peut prendre le méchant Feyd-Rautha. Alors j'ai adoré l'introduction sur la planète des Harkonnen avec que du noir et blanc. Il a l'air super badass, violent, psychotique, très intéressant, prometteur. Mais il va servir uniquement à donner l'ordre de tout bombarder sur Arrakis et de faire un duel final avec Paul. Et ça se passe comme ça dans le livre après tout. Donc on peut pas trop en vouloir à Denis Villeneuve sur ce point, mais il a tellement réussi à hype le personnage qu'on peut pas s'empêcher de rester sur notre faim. D'ailleurs, le rythme du film pouvait avoir l'air lent quelquefois. Mais c'est parce qu'on est sur du contemplatif, de l'introspectif, avec des gros plans. J'ai pas vraiment compris la technique qu'ils ont utilisée, mais ils ont commencé avec une caméra numérique sur de très basses lumières, et après ils ont transposé à de l'argentique pour donner un grain particulier. C'est vraiment réussi. Ça donne une ambiance particulière, mais je pense qu'il y a des longueurs qui plairont pas à tous les spectateurs. Même si les scènes d'affrontement sont juste exceptionnelles et permettent de redonner du peps d'un coup, avec toujours le désert qui fait partie intégrante des combats. La fin du film, c'est Paul qui retrouve les têtes nucléaires des Atreides, sa famille, qui va attirer l'empereur et les Harkonnen sur Arrakis en pleine tempête et qui va leur déglinguer la gueule après avoir menacé les grandes familles de détruire l'épice. Pour rappel, c'est une ressource unique sur cette planète dont dépend tout le fonctionnement de l'univers. Il contraint l'empereur à se soumettre après avoir vaincu son champion, le fameux Feyd-Rautha dont je vous parlais, et il oblige Irulan, la fille de l'empereur, à se marier avec lui pour devenir le nouvel empereur. Cependant, les autres grandes familles qui sont en orbite, elles reconnaissent pas sa légitimité, et les Fremen prennent les vaisseaux pour aller se battre. C'est le début de la guerre sainte et la fin du film. D'une certaine façon, que ce soit dans le livre ou dans le film, j'ai trouvé que l'empereur se faisait avoir trop facilement. Il tombe dans le piège tête baissée, amenant toute sa famille à chuter avec lui. Par contre, j'ai préféré la mort du baron Harkonnen dans le film.
Parce que dans le livre, c'est Alia Atreides, le bébé que porte Jessica, qui va le tuer, c'est encore une enfant et c'est un peu bizarre. Et si on termine avec la critique de la figure messianique, je trouve que ça marche tout simplement pas. Déjà parce que Paul, il venge sa famille, il est dans le juste, dans cet univers. Il tue des personnes qui sont méchants, démoniaques, calculateurs, psychotiques, et qui pourraient avoir l'air sans dimension si ce n'est la sublimation qu'en a fait Denis Villeneuve. Paul, il mène une guerre de reconquête, il a vraiment des visions, c'est pas un imposteur, il incarne réellement le Messie à la fin du film. Et donc dans le cadre de cette histoire, avec ce contexte, on voit pas vraiment le mal. Il y a que le sort d'Irulan, la fille de l'empereur, qui peut paraître injuste aux yeux du spectateur. Dans le livre, Paul, il est encore plus dur que dans le film, parce qu'Irulan, elle le kiffe un peu, elle a entendu toutes les rumeurs sur Muad'Dib, et lui, quand il la prend pour femme, il lui dit « Tu sais quoi, tu vas rester dans ton coin, je te toucherai jamais, je t'approcherai jamais, t'auras jamais d'amour et personne t'approchera, moi ma meuf c'est Shani ». Et en plus, dans le livre, c'est le personnage que je trouve le plus humain, on apprend à la connaître dès le chapitre 1, parce que à chaque début de chapitre, il y a un bout de son carnet, de son journal intime. Donc quand on voit ce que Paul lui fait à la fin, on trouve ça injuste. Bref, le film est rempli de méga stars d'Hollywood, c'est Hans Zimmer qui fait la musique, il y a même Christopher Nolan, je sais pas ce qu'il faisait là, il a fait la promo du film, le GOAT. Je pense que c'est vraiment une expérience à aller voir au cinéma, en IMAX, même si ça coûte la peau des fesses. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, si vous avez aimé. À bientôt!